Manuel Valls est notre invité. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous montrer des images en direct du site de Nova, le festival où ont débuté les pogroms du 7 octobre dernier. Vous voyez le ministre des Affaires étrangères qui est là, Jean-Noël Barrot. Tout d'abord, je veux savoir ce que vous ressentez ce matin, un an après la mort de plus de 1200 personnes. Et je rappelle que plus de 7000 ont été blessés. Oui, et la mort aussi de nombreux compatriotes, des franco-israéliens, beaucoup retenus en otage, 2 encore. Donc il faut se rappeler, au fond, c'est un jour sans fin. J'étais quelques jours après ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, là, où, sur ces sites que l'on voit sur les images. Donc je ressens toujours à la fois une grande émotion. J'ai en tête en permanence les discussions, les conversations avec les familles des otages, leur désespoir. Ces familles apprenaient d'ailleurs au fur et à mesure, quelques jours après le 7 octobre, la disparition d'un être cher. Nous avons assisté à un pogrom à vocation génocidaire, la volonté du Hamas de tuer, d'humilier, en les massacrant, en les violant, un maximum de juifs, parce que tout simplement, ils étaient juifs. Donc, je ressens à la fois beaucoup d'émotions, la même toujours, et une grande colère, et une grande préoccupation, parce que dès le 7 octobre, le lendemain, nous avons assisté à cette vague de haine à l'égard des Juifs et d'Israël, à cet antisionisme qui est au fond le synonyme de l'antisémitisme. Être antisioniste, ne pas aimer Israël, c'est de manière confortable et démocratique être antisémite. Vous visez dans cette tribune que vous écrivez pour Le Point des gens, que vous accusez d'antisionisme, que vous accusez d'être les rouages utiles d'une forme d'antisémitisme. Vous dites les insoumis, par exemple. Vous continuez de le penser aujourd'hui? Bien sûr, nous avons assisté à un pogrom à vocation génocidaire, et tout cela, évidemment, a provoqué, entraîné ce que nous voyons, c'est-à-dire la guerre, avec son cortège de morts civils et de populations déplacées. C'est atroce, bien sûr, c'est la guerre, mais Israël a le droit et le devoir de se défendre. Et puis nous avons assisté, je l'ai dit, à une vague anti-juive, vous en parlez souvent, 700 actes recensés pour le seul premier semestre de cette année 2024. Et puis au fait, et ça c'est un tournant de mon point de vue historique, qu'un parti, la France insoumise en l'occurrence, a fait le choix, dès le 7 octobre, pas après les premiers bombardements, dès le 7 octobre, par un communiqué de presse évoquant au fond la résistance légitime du Hamas à mener cette attaque terroriste, a fait du juif, la France insoumise a fait du juif, a fait de cette situation et du juif un objectif, et un objectif, vocation électorale, nous l'avons vu pendant la campagne des européennes. Jean-Luc Mélenchon se défend absolument de tout antisémitisme et dit depuis le début, moi j'ai qualifié cela de crime de guerre qui est dans le droit international la qualification la plus grave existante. Mais c'est pour ça qu'y compris le mot antisémitisme aujourd'hui est utilisé à toutes les sauces, par les uns et par les autres. Tout le monde se revendique antisémite. Tout le monde dit qu'il faut évidemment évoquer la mémoire de l'Holocauste, de la Shoah. Mais non, là, nous avons, d'ailleurs pas qu'en France, dans une partie de l'Europe, aux États-Unis, l'alliance très particulière, évidemment des islamistes, qui utilisent tout cela pour viser les communautés issues de l'immigration, de culture ou de religion musulmane dans nos villes, partout en France et en Europe, pour progresser, pour diviser la société française avec le temps long. Derrière, il y a évidemment les frères musulmans, mais à cette alliance entre l'islamisme, le wokisme, c'est-à-dire on le voit bien dans nos universités, un relativisme, et toute cette gauche, une partie de la gauche, notamment la France insoumise, qui fait des musulmans, là aussi, un objectif électoral. Et pour cela, croit-elle, il faut utiliser une critique systématique d'Israël. La France insoumise est-elle parvenue à convaincre de cette vision de l'histoire, de ce récit de l'histoire, y compris vos propres amis du Parti socialiste, les dirigeants actuels du Parti socialiste? J'entends beaucoup de voix des amis de mon ancienne formation politique. Votre ancienne formation, pardon. En 2017. Aussi beaucoup pour cela. Quand j'avais évoqué les gauches irréconciliables en 2016, c'était déjà en grande partie sur ce sujet-là que nous sommes en train d'évoquer.
aucun doute des positions très claires, évidemment, je sais pas, de François Hollande ou de Carole Delga. Mais malgré ces désaccords et malgré d'ailleurs les indignations encore ces derniers jours ou ces dernières semaines, je pense au tweet infâme de Jean-Luc Mélenchon à l'égard du ministre des Affaires européennes, mon ami Benjamin Haddad. Mais malgré cela, il y a eu la NUPES il y a 2 ans. Malgré cela, il y a eu le nouveau Front populaire. Malgré ça, les uns et les autres ont accepté d'aller ensemble sous la même étiquette de François Hollande, pour qui j'ai grand respect, à Madame Obono, dont nous connaissons les positions, parce que ce sont les mêmes, et c'est la même ligne depuis toujours. Je ne suis pas Charlie en 2015, j'accuse Israël d'un génocide. Pourquoi on accuse Israël d'un génocide ? De la même manière qu'on parle de l'apartheid ou du colonialisme que mène Israël. Parce que le pays qui est né du génocide, en grande partie, à partir du moment où il pratique un génocide, n'a plus le droit d'exister. C'est ça l'antisionisme. Et derrière l'antisionisme, il y a l'antisémitisme. Vous parliez de François Hollande, vous considérez que c'est une faute d'être au sein du nouveau Front populaire avec les Insoumis? Vous iriez jusque-là? Je l'ai dit au mois de juillet, au moment des élections législatives. Vous savez, moi, amitié et respect pour François Hollande. Il m'a nommé ministre de l'Intérieur, Premier ministre, donc j'essaie de mesurer mes mots. Mais oui, moi je pense que ça a été, oui, une faute politique et morale d'accepter d'aller sous la même étiquette. D'autres ne l'ont pas fait, je pense à Jérôme Guedj, d'aller sous la même étiquette que ceux qui tiennent ce discours anti-Israël, anti-juif, qui est un discours, oui, avec des dérapages permanents antisémites, oui. Manuel Valls, dans cette tribune au Point, vous dites que la politique étrangère française, qui s'est toujours voulu être une position d'équilibre, n'est plus tenable. En 2016, quand vous-même vous étiez Premier ministre, vous étiez allé à Jérusalem et à Ramallah, et vous critiquiez vertement la politique colonialiste du gouvernement de Netanyahou déjà à l'époque. Qu'est-ce qui a changé depuis, au point que vous dites on ne peut plus tenir un langage équilibré sur ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient? D'abord, je n'utilisais pas ces mots, mais enfin, peu importe. Mais ce qui me paraît important, c'est de comprendre ce qui s'est passé, je le disais il y a un instant, le 7 octobre 2023. C'est un véritable tournant. D'abord pour la société israélienne, qui se croyait invulnérable. Et là, on a tué des Juifs. Il y a eu un pogrom à vocation génocidaire sur la terre qui accueillait des survivants de la Shoah. Dans ces kibboutz que vous évoquez, ces kibboutz ont été créés souvent par des survivants de la Shoah. Et puis, partout, le monde juif ne se sent plus en sécurité, à New York, à Londres ou à Paris. Et donc, ce qui a changé, c'est qu'Israël a décidé, a considéré que c'était fini, qu'elle ne pouvait plus être attaquée et bombardée ainsi, et que les ennemis devaient être détruits, en tout cas leur capacité militaire et terroriste, c'est-à-dire le Hezbollah et le Hamas, avec l'Iran derrière. Monsieur Il faut comprendre ça, et je trouve que notre diplomatie ne le comprend pas. Monsieur le Premier ministre, dans une tribune que vous avez écrite pour Le Point, vous êtes très dur avec le président de la République. Vous dites, et je vous cite, en se prononçant pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées dans la bande de Gaza, déclaration de monsieur Macron ces dernières 24 heures, le président de la République commet une double faute morale et politique. Il le fait à la veille des commémorations du 7 octobre. Il s'éloigne d'un allié précieux. Depuis un an, il a pratiqué une diplomatie au mieux en zigzag. Vous pensez vraiment que le président de la République manque de constance et de proximité avec le peuple israélien? Avec une position équidistante, dites-vous. Oui, zigzag, ou une position d'équidistance ou d'équilibre que nous évoquions il y a un instant. Quand il s'est rendu en Israël il y a un peu moins d'un an, après ce funeste 7 octobre, il a parlé d'une coalition internationale contre le Hamas. C'était ça le but et l'objectif. Moi, je ne doute pas de l'amitié personnelle du président de la République, qui représente notre pays, qui l'incarne vis-à-vis d'Israël. Enfin, il faut le démontrer à la veille ou à l'avant-veille de ces commémorations qui ont marqué non seulement Israël ou le peuple juif, mais le monde entier. Donc c'est une faute de sa part. Nous-mêmes, parce que beaucoup de nos compatriotes, une grande majorité, a eu le sentiment, beaucoup ont eu le sentiment, au fond, de revivre ce que nous avions vécu en 2015.
ce qui s'est passé dans le Negev, dans le désert du Negev, à l'occasion de cette fête de Nova, rappelle évidemment le Bataclan et les terrasses de Paris. Bon, donc Israël est en première ligne contre l'islamisme. Donc une déclaration qui consiste à dire on ne livre pas des armes, il ne faut pas livrer des armes. La France, il le rappelait lui-même, n'en livre pas, est une déclaration qui n'apparaît pas, c'est le moins que l'on puisse dire, comme une déclaration d'amitié. Et puis, là où je pense que le président de la République se trompe ou n'a pas compris la signification du 7 octobre, et d'une certaine manière, c'est plus grave, c'est quand il dit que la guerre, ce qui est en train de se passer, bouleverse les opinions et provoque, au fond, il dit à sa manière, la montée de l'antisémitisme. Non, non. La haine des Juifs et d'Israël a commencé dès le 7 octobre au soir. C'est ça qui est terrible. Donc, le meilleur moyen de lutter contre la haine des Juifs et d'Israël, contre l'antisémitisme ou l'antisionisme, c'est de soutenir Israël. François. Mais pourtant, sur les livraisons d'armes, encore une fois, les Américains forment l'essentiel de la livraison d'armes, plus de 75%, l'Allemagne. Les Britanniques ont décidé de cesser de livrer des armes en attendant d'évaluer précisément leur impact. Ce sont des travaillistes, et ce ne sont pas des travaillistes de la direction précédente. Bien sûr, mais qui sont eux-mêmes... Les Espagnols, pareil, et c'est un gouvernement de gauche, en Espagne aussi. Oui, mais... Donc, mais qui n'est pas non plus une gauche extrême. Qui n'est pas une gauche wokiste. Non, mais si vous prenez aujourd'hui Pedro Sanchez, vous ne pouvez pas dire... C'est pas Jérémy Corbyn. Ouais. Voilà. C'est pas Jérémy Corbyn, c'est pas la même gauche. Malgré tout, qu'il y ait chez des gens sensés et qui sont, encore une fois, des modérés, cette idée que, eh bien, on ne va pas alimenter le conflit en fournissant des armes ou un support pour pouvoir continuer cette offensive. D'abord, je pense qu'il y a une gauche, y compris social-démocrate, qui ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et le fait que nous sommes face à l'islamisme, y compris le gouvernement espagnol, qui compte en son sein des proches des Insoumis, qui parle de génocide à Gaza. Et je rappelle que Pedro Sanchez, contrairement aux autres responsables européens, a reconnu l'État palestinien aujourd'hui, ce qui est une autre faute, parce que c'est au fond donner le gage, non pas à l'autorité palestinienne, contrairement à ce qu'il croit, mais au Hamas. Au fond, on justifie l'action du Hamas en reconnaissant l'État palestinien. Mais revenons en France, parce que c'est l'essentiel. Je suis convaincu qu'il faudra une solution politique et diplomatique. Pour reconstruire Gaza, d'abord. Avec un État, pour reconstruire Gaza, d'abord. Et il faudra que les Européens et les pays du Golfe s'y mettent. Pour relever le Liban, pris dans l'étau de cette organisation terroriste qui organise aussi le trafic de drogue. Je parle évidemment du Hezbollah. Et là aussi, le président de la République, dans sa vidéo à l'égard des Libanais, a donné le sentiment d'une forme d'équidistance. Il n'a même pas parlé du Hezbollah. Il a confondu le peuple libanais, qui n'en peut plus du Hezbollah, avec... Mais justement, monsieur Valls, pardonnez-moi, mais que dites-vous ce matin, monsieur Valls, pour le peuple libanais? 1 million de déplacés, en plus d'1 million de réfugiés que les Libanais avaient déjà accueillis venant de Syrie. Que dites-vous pour le peuple gazaoui? Nous avons eu, dans cette émission, hier ou avant-hier matin, diffusé des images qui brisent le cœur de familles. Un papa, c'est La vie est belle, le film évidemment mondialement connu, qui raconte une histoire à son fils pour qu'il puisse supporter ces nouvelles conditions de vie. Ces gens qui sont pris dans ces conditions, que leur dites-vous ce matin? Pardon de le dire, c'est tôt le matin, il faut aller vite, mais je ne suis pas d'accord pour parler de La vie est belle. La vie est belle est un film italien, avec beaucoup d'humour, qui parle de la vie dans un camp de concentration. Gaza, ça n'est pas Auschwitz. Ça n'est pas non, ça n'est pas Auschwitz, mais ce monsieur vit sous la tente avec son enfant qui a 2 ans. Je le sais, et je le disais tout à l'heure, la guerre, c'est terrible, c'est horrible, avec ces morts civiles. Mais les Libanais, comme les Gazaouis, sont victimes d'abord du Hezbollah et du Hamas, qui prennent en otage ces populations civiles. Alors quelle est l'issue? Pardon, quelle est à Gaza, ça peut s'arrêter, ça aurait pu s'arrêter simplement par le dépôt des armes du Hamas et en délivrant tous les otages. Mais la population a peur, et vous le savez. Mais il y a déjà des mois, cette population vit sous la dictature du Hamas depuis plus de 10 ans, qui tue les opposants, qui cache les femmes, qui poursuit les homosexuels, qui impose la loi des reins de l'islamisme. C'est quand même ça. Et pareil pour le Hezbollah. Mais quelle est la sortie de cette crise, monsieur Valls? Est-ce que c'est, comme le dit Benyamin Netanyahou, tous les buts de guerre, c'est-à-dire trouver Yahya Sinwar, le tuer, tuer tous les responsables restants du Hezbollah? Relever le Liban.
Ça sera long et difficile, mais il faut le faire. Reconstruire Gaza avec les Européens et le Golfe. Trouver une solution, évidemment, pour le peuple palestinien. Ça sera long et difficile. Bien sûr, il y a la solution des 2 États, mais personne aujourd'hui ne pense que cela peut se faire en quelques jours. Israël, et c'est ça qu'il faut comprendre, ne peut pas vivre avec, au sud, au nord ou dans la bande, en Cisjordanie, oui. avec des organisations terroristes il faut les qui détruire. veulent sa disparition. Non, c'est y compris l'autorité palestinienne en Cisjordanie doit se régénérer et être au clair quant à la condamnation du terrorisme. Aujourd'hui, parce qu'il faut être franc, s'il y avait des élections en Cisjordanie, c'est sans aucun doute, vous le savez, le Hamas qui l'emporterait. Donc vous vous rendez compte tout le travail qu'il faut faire. Il y a les accords d'Abraham, c'est-à-dire l'accord entre Israël, le Maroc et essentiellement les pays du Golfe, et je l'espère demain l'Arabie Saoudite. C'est aussi un gage de paix. Mais tant que le Hamas et le Hezbollah, leur organisation militaire et terroriste, n'auront pas été détruites, et tant que l'Iran n'aura pas compris, parce que l'Iran continue à alimenter ces organisations terroristes et à vouloir la destruction d'Israël, la paix ne sera pas possible. Et la paix, elle passe d'abord par la sécurité d'Israël. En 10 secondes, parce que le temps qui nous est imparti est terminé, est-ce qu'il faut qu'Israël frappe les installations nucléaires iraniennes? Est-ce que c'est ça l'option? Vous vous rendez compte, moi je ne suis pas dirigeant israélien, et je suis bien conscient des difficultés. Mais, pour être aussi clair, nous le savons, nous, que l'Iran ne peut pas se doter, pour la sécurité collective, pas seulement pour Israël, l'Iran ne peut pas se doter de la bombe nucléaire. Donc, tôt ou tard, cette question devra être réglée. Merci beaucoup, M. Valls, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.